Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 22 juillet. Les scouts de France renforcent les contrôles de sécurité sur leur camp d'été. En l'espace de 24 heures, 3 affaires ont secoué le monde du scoutisme. La dernière en date, des scouts handicapés abrités dans des conditions déplorables dans un camp près de Digne. Au lendemain de l'accident de Charroux dans la Vienne, qu'en est-il de la sécurité dans ces villages traversés par des poids lourds à longueur d'année? Nous irons à Maran, en Charente-Maritime, où les habitants attendent toujours une déviation tant espérée. C'est peut-être la chute d'un tabou. Pour la première fois, certains responsables israéliens et palestiniens évoquent des solutions qui briseraient le dogme de l'indivisibilité de la ville sainte. Le Tour de France, l'Allemand Eric Zabel remporte enfin au sprint la 20e étape, un tour qui se termine et nous ferons le bilan. Et puis nous irons à Juan-les-Pins pour sa 40e édition du festival de jazz. Retrouver Nathalie Cole pour un concert unique sur la côte. Mais une fois n'est pas coutume, commençons ce journal par une nouvelle qui touche au monde du football. Le retour de l'enfant prodige. Nicolas Anelka revient au Paris Saint-Germain. Un transfert au montant astronomique, mais un retour aux sources. Alors avant de retrouver Nicolas Anelka au Parc des Princes, retour sur l'itinéraire de cet enfant de trappe, Stéphane Grand et Christophe Vignal. Il a fini par réapparaître. Nicolas Anelka, l'homme qui valait 220 millions de francs, reste toujours aussi énigmatique. Devant la presse internationale, il s'est bien sûr dit content de retrouver le PSG, le club de ses débuts. Mais au passage, Anelka est revenu sur sa saison noire au Real de Madrid. Je suis venu dans une grande équipe où il y avait beaucoup de concurrence et ça s'est pas très bien passé, mais à la fin il y a une satisfaction, on a gagné la Ligue des Champions et tant mieux pour tout le monde. Et maintenant, on a des chemins différents. Drôle d'itinéraire que celui de Nicolas Anelka. Il y a tout juste 3 ans, il fait quelques étincelles au PSG comme simple stagiaire. Mais le gamin de Trappes veut beaucoup plus. Il part alors à Arsenal pour 5 millions de francs. Là-bas, il se bonifiera et remportera même un titre et une Coupe d'Angleterre. L'été dernier, il prend la direction de l'Espagne, un transfert record de 220 millions de francs qui va vite se transformer en Bérésina. Pression médiatique, blessure, le flop est complet. Nicolas Anelka veut rentrer. Le PSG se met alors sur les rangs, mais devra mettre le prix fort. Ils essayent de jouer au mieux. Donc bienvenue Nicolas à Paris. Je crois qu'on va faire de très belles choses tous ensemble. Bon retour à la maison. Merci beaucoup. En attendant, il va falloir patienter car son retour sur les terrains n'est pas prévu avant un bon mois. Alors Nicolas Anelka, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bienvenue en France. Je sais que vous êtes un peu pressé parce qu'il y a un match amical qui doit débuter dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé de rentrer ici à Paris? Vous n'étiez pas bien à Madrid? Moi, j'ai beaucoup lutté quand même. J'ai connu beaucoup de problèmes à Madrid et le fait que le coach Eddy qui n'était pas contre mon départ. Bon, j'ai choisi Paris pour rentrer chez moi, pour voir la famille, déjà pour jouer au PSG, puis pour être bien dans ma peau, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît à Paris? C'est le public, c'est de retrouver d'être près de votre famille, c'est quoi? Déjà c'est le club, parce que le club joue en la Ligue des Champions cette année, on peut jouer le titre aussi en championnat, mais c'est la vie après le football, parce que quand j'étais à Londres et à Madrid, je m'occupais pas trop après les entraînements. Et là, j'espère que j'aurai des choses à faire après, quoi. Vous considérez que votre passage à Madrid a été un plus dans votre carrière? Oui, je pense, parce que je voulais connaître l'Espagne. Et même si ça s'est mal passé, je garderai un bon souvenir avec la finale de la Ligue des Champions gagnée à Paris. Vous voulez être champion, Nicolas Anelka, cette saison. Votre ambition avec le club de Paris, c'est quoi? Bien sûr qu'on va être champion. On va essayer d'aller très loin en Ligue des Champions. Mais déjà, on va se concentrer sur le championnat. Et si on peut faire des bonnes choses en championnat, c'est tant mieux pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré cette petite minute. Et puis, je précise que ce match, un PSG Corinthians, sera diffusé sur France 2 à 22h50. Mais vous ne jouez pas, bien sûr, puisque aujourd'hui, vous faites simplement votre retour et votre première apparition sur le Parc des Princes. Merci beaucoup à vous. Pas de problème.
Revenons maintenant au reste de l'actualité avec d'abord cette série noire qui touche les scouts de France après la fermeture d'un camp de scouts marins à Saint-Brieuc. Une nouvelle fois, des lacunes dans l'encadrement et la sécurité provoquent la fermeture d'un camp de scouts handicapés près de Digne. Il n'y avait ni eau courante, ni électricité, ni téléphone. Les 16 handicapés étaient installés en bordure de torrent. La préfecture parle d'insouciance et d'amateurisme. Michael Darmon et Mathieu Comin. Le camp d'été, c'est l'aboutissement d'une année d'activité dans le scoutisme. Intégrés aux Scouts de France, ces jeunes handicapés moteurs n'ont pas voulu déroger à la règle. Mais leur aventure s'est brutalement terminée ce matin dans ce lycée agricole près de Digne. C'est là qu'ils ont été transférés hier sur ordre du préfet, une décision peu appréciée par les scouts. Comment les enfants vivaient sur le terrain? Dans quelles conditions? Je ne vais pas vous raconter ça. Je veux dire, ça appartient à leur camp. On ne peut pas refaire toute l'histoire du camp. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce camp va être arrêté sur notre décision, Scouts de France, parce qu'il y a une pression qui est un petit peu trop forte pour les enfants. Le fait d'avoir été déplacés a été difficile à vivre pour beaucoup de ces enfants. Beaucoup sont pas mal perturbés. On parle des enfants, mais c'est surtout l'embarras des chefs qui prédomine. Car depuis le 12 juillet, cette troupe venue des environs de Marseille avait établi ce campement 30 km plus loin, ici en pleine nature. Les conditions tenaient presque du commando survie. Pas de sanitaire, un seul point d'eau, cette petite rivière, peu sûre. Les veillées traditionnelles étaient éclairées par des feux de camp, mais dans une zone à risque d'incendie. Le préfet, qui reconnaît le dévouement des scouts, estime pourtant que le principe de la vie à la dure doit évoluer. Il faut que ce mouvement, beaucoup d'entre nous l'ont connu ou l'ont pratiqué, revoie ses méthodes, à la fois les méthodes pédagogiques, mais également les méthodes d'encadrement et les méthodes sanitaires, pour s'adapter au jour d'aujourd'hui. Les jeunes handicapés sont retournés chez eux, tandis que la direction du mouvement prenait la décision de multiplier les contrôles internes dans les camps. Une annonce en forme d'autocritique pour affirmer que les scouts de France se disent toujours prêts à maintenir leur réputation, malgré l'été noir de l'an 2000. Et ces incidents interviennent au lendemain du drame de Préaux en Mayenne. Là, des questions d'encadrement ne sont pas en cause, semble-t-il, mais 2 adolescentes qui dormaient dans une grange sont mortes étouffées par la chute de ballots de paille. Leurs camarades accompagnés des familles sont rentrés ce soir à Lille et Dunkerque, d'où elles étaient originaires. Sur place, une enquête a bien sûr été ouverte. Pierre-Emmanuel Luneau et Nadine Picard. C'est au pied de ces colonnes de plusieurs milliers de kilos que les 5 jeunes filles avaient décidé de passer la nuit. L'enquête en cours jusqu'à cet après-midi a établi que l'une des colonnes venait d'être empilée par un ouvrier agricole l'après-midi précédant la nuit du drame. Pour l'instant, on ne sait pas si le propriétaire et les 2 chefs scouts avaient eu connaissance de ce fait alors qu'ils surveillaient l'endroit où les jeunes filles allaient dormir. Aux yeux des exploitants agricoles voisins, c'était là un risque majeur. On va les chercher avec un tracteur. Hein. Alors il n'est plus question d'aller au pré après. Hein. Il faut attendre déjà que ça se stabilise. On ne sait pas. Hein. Pareil, quand vous en enlevez une, ça vous paraît très droit. Et puis si ça se trouve le lendemain, ça y est, il y en a une est tombée. Au terme de plus de 24 heures d'audition à la gendarmerie de Gré-en-Bouer, aucune mise en examen n'a été prononcée. L'ouvrier agricole, le propriétaire des lieux et les 4 chefs scouts sont ressortis libres des interrogatoires. Malgré tout, un doute sur l'encadrement de ces scouts est né, un doute que la hiérarchie catholique s'efforce de dissiper. Il me semble que même si on est bénévole, il y a des exigences de formation qui ont peut-être besoin d'être contrôlées sous la responsabilité des ministères concernés. Mais je ne pense pas que ça soit dans la nature du scoutisme d'en prendre et d'en laisser avec la sécurité. Au terme des auditions, les 4 chefs ont retrouvé les autres responsables du camp qui les attendaient. À l'heure actuelle, ils font route vers Dunkerque où ils retrouveront le reste de la troupe. Un homme de la police de l'air et des frontières de Coquelles, près de Calais, a été mis en examen cet après-midi. Il est suspecté du viol d'une jeune fille en situation irrégulière qui tentait de passer en Angleterre. Le policier nie les faits. La jeune fille a été placée dans un centre de réfugiés de la Croix-Rouge. Au lendemain de l'annonce du plan Jospin sur la Corse, les Français se montrent très mitigés sur les chances de paix dans l'île. Selon un sondage qui paraît demain dans le journal du dimanche, ils sont 45% à y croire contre 46% qui en doutent. Mais le plan lui-même a eu des échos dans toutes les régions françaises. Exemple en Bretagne, au festival de Cornouailles. Imaginez que l'on puisse ainsi rendre obligatoire l'enseignement de la langue corse provoque là-bas des commentaires contrastés. Reportage d'Olivier Sioux et de Larbi Benchiat. Difficile de trouver plus représentatif de la culture traditionnelle bretonne que les bagadous, les groupes de danseurs et de chanteurs.
Et pourtant, écoutez bien, surprise. Et oui, ils chantent en français. Explication. Est-ce que vous parlez breton? Hélas, non. Hélas, non. Je n'ai pas eu l'occasion, cette chance d'apprendre ma langue maternelle. De fait, 6000 petits Bretons seulement vont à l'école dans la langue de leurs grands-parents, à peine 2% de la population. Autant dire qu'ici, la généralisation de l'enseignement du breton apparaît bien utopique et pas forcément souhaitable d'ailleurs. Au breton appris comme une langue étrangère, on préférera le breton vécu au quotidien. La vie de l'école, la vie des établissements, ensuite en secondaire, que ce soit en collège ou au lycée, se passe en breton. Donc c'est pas du tout comme une langue étrangère, c'est comme une langue vécue tous les jours. Et c'est toute la différence entre faire quelques heures dans une langue, quelques heures d'apprentissage d'une langue, et vivre la langue. Et pourtant, même ici, l'exemple corse ouvre bien des pistes. Il faut aboutir à une généralisation de l'offre. Tout parent ou tout enfant qui voudra pouvoir suivre un cours devrait pouvoir le faire, et actuellement, ça n'est pas le cas. Une revendication qui ne se limite pas à la langue, ni même à la culture. La promesse d'autonomie obtenue par les Corses a pris de court la classe politique bretonne, mais déjà des voix s'élèvent pour réclamer tout simplement l'égalité de traitement. Les Bretons souhaitent l'autonomie tout en refusant le mot. Je crois qu'il ne faut pas se formaliser sur un mot, mais surtout débattre du type de pouvoir dont le Conseil régional de Bretagne a besoin aujourd'hui pour que la Bretagne puisse défendre ses intérêts, faire valoir son potentiel dans le cadre de l'Europe. Une Europe des régions dans laquelle la Bretagne entend bien tenir toute sa place, histoire de ne pas rester une simple carte postale pour touristes. Des Bretons, Basques, Alsaciens et d'autres militants régionalistes de Savoie ont quand même noté que ce qui était valable pour la Corse pourrait bien sûr l'être un jour pour leur région. Certains, comme les Basques, n'hésitant pas à relever avec un peu d'amertume que les Corses bénéficiaient en quelque sorte d'une prime à la bombe. David Bazier et Bernard Sander. Le vent corse souffle-t-il sur Bayonne-la-Basque? Dans les locaux du Parti national basque, on s'interroge. Hostiles à la violence, les militants sont amers. C'est qu'eux, ils ont tout eu parce qu'il y a eu la violence, et que nous, on n'a rien parce qu'il n'y a pas la violence. Et le porte-parole du mouvement a beau jeu d'accuser le gouvernement de favoritisme. Nous, qui depuis des années revendiquons la création d'un département Pays Basque, et ça par des moyens tout à fait pacifiques, puisque ici, il n'y a pas de violence, nous n'avons aucune réponse sur ce thème-là, alors que le département Pays Basque est une institution française qui plus est tout à fait constitutionnelle. La création d'un département Pays Basque qui se détacherait des Pyrénées-Atlantiques, c'est la grande affaire depuis plusieurs années. Les actions se succèdent, élus des partis classiques et nationalistes confondus manifestent. Mais Matignon n'a jamais donné de réponse. Certains nationalistes qui n'ont jamais condamné l'ETA font constater que ces actions pacifiques n'ont rien apporté. On s'étonne, on se demande quels moyens il faut mettre en œuvre pour que l'on puisse être écouté, entendu par le gouvernement français. On ne craint pas encore de violence politique, mais on insiste sur l'aspect financier. Exemple, les Jicachtola. Ces écoles basques sont très peu financées par l'État. Nous demandons donc le même montant de moyens par tête d'habitant pour l'enseignement du basque que ce qui est obtenu pour le corse et qui va être important. Un professeur ou un instituteur parlant le corse dans chaque classe de primaire ou maternelle. Le Pays basque n'est pas une île, mais comme la Corse, il semble regarder vers d'autres rivages. Et dans une interview au journal Le Monde ce soir, Jean-Louis Debray estime que les Français devraient être directement consultés par référendum sur l'avenir de la Corse. La fronde des chasseurs, ils sont plusieurs centaines dans la baie de Seine à avoir décidé de passer outre à l'arrêté ministériel de Dominique Voynet. Ils sortiront les fusils dès ce week-end et non le 10 août comme la loi les y autorise. Au lendemain de l'accident de camion à Charroux dans la Vienne, au cours duquel 5 personnes ont été blessées, les habitants des agglomérations traversées par des poids lourds s'interrogent une nouvelle fois. À Maran, en Charente-Maritime, ils réclament en vain depuis des années la déviation qui les soulagerait. Philippe de Maria et Alain Darigran. 16 000 véhicules font trembler chaque jour la rue principale de Maran. Un grand nombre de poids lourds empruntent cette nationale, comme à Charroux, meurtri par l'accident d'un camion-citerne hier matin. Ici, on envisage le pire. Il y aurait une voiture qui prendrait feu pour un motif quelconque, un carambolage et tout. Moi, je grille dans mon magasin, je n'ai pas de sortie extérieure. Depuis un an, les habitants réagissent et manifestent. Ils n'en peuvent plus du bruit, du stress. Les immeubles perdent de leur valeur, sans parler de la pollution.
Vous restez 2 heures au bord de la rue d'Aligue, vous avez la peau toute grasse. C'est preuve qu'il y a quelque chose et que nous, on a des gens qui ont des problèmes de santé maintenant qui commencent à poindre. Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus pour réagir? Et je crois que la santé publique et la sécurité doivent passer en toute priorité, quel que soit le lieu. Le projet de déviation réclamé par les riverains semble définitivement enterré. Mais les autorités préfectorales viennent de rencontrer les transporteurs de matières dangereuses pour trouver un début de solution. Nous comprenons évidemment l'émotion dans la traversée de Maran, qui est un point très difficile et dont nous étudions depuis plusieurs mois la solution pour que les matières dangereuses ne traversent plus cette localité de Maran. Nous étudions à partir de l'origine et de la destination de ces matières dangereuses, du carburant pour l'essentiel, quels sont les meilleurs itinéraires qui pourraient être empruntés en fonction de leur destination. Et les poids lourds chargés de matières dangereuses pourraient disparaître des rues de Maran dans les jours qui viennent. Vous avez été encore très nombreux sur la route aujourd'hui. À la mi-journée, on relevait une 50aine de kilomètres de bouchons dans la vallée du Rhône. L'autoroute Aquitaine, elle, était aussi chargée, tout comme la nationale 10. Pourtant, sur certains tronçons de cette nationale, la circulation est en principe interdite aux poids lourds les jours de grand départ pour en accroître la sécurité. Mais à en croire le reportage de Caroline Pam et d'Emmanuel Claire, ce n'est pas vraiment le cas. L'embranchement de la RN10, d'un côté la nationale, de l'autre l'autoroute. Dans le sens sud-nord, des panneaux signalent l'interdiction. Mais aujourd'hui, les chauffeurs routiers ne verront pas de gendarmes postés à cet endroit. Des poids lourds passent et ne sont pas déviés sur la 10. Difficile de savoir si ces camions sont en infraction ou pas. La gendarmerie se veut rassurante. Il y a peu de camions en infraction. Il y a des patrouilles ce matin qui sont sur l'axe. Les camions qui ont été contrôlés sont des camions qui vont s'arrêter bien avant Poitiers. Ce sont des camions qui vont aller livrer à une centaine de kilomètres d'ici. Donc ces camions ne sont pas en infraction. Sur cet axe, des gendarmes mobiles qui peuvent immobiliser les camions en infraction. Des motards pas faciles à surprendre, nous n'en croiserons pas. En revanche, la présence des poids lourds inquiète des usagers de cette route et des élus. On peut le voir derrière nous, les camions ça n'arrête pas. Là. Nous on vient de Bordeaux, on rentre sur Limoges et on a vu plein de camions. Je me rends compte que c'est un arrêté peut-être inefficace parce que moi depuis ce matin je suis très inquiète. Je vois plein de camions qui traversent ma commune. Des chiffres inquiétants, noirs comme ces silhouettes sur le bord des routes qui rappellent le nombre de tués. Inquiétants également ces cercueils symboliques posés en travers de la route lors d'une manifestation début juillet. Une large présence des gendarmes, comme les week-ends précédents, serait-elle encore nécessaire? Certains le souhaitent. À l'étranger maintenant, on parle beaucoup à la réunion du G8 au Japon. On parle sécurité alimentaire, lutte contre le sida et aussi nouvelles technologies. Les leaders du G8 s'inquiètent du fossé numérique qui se creuse avec la révolution Internet entre pays pauvres et pays riches. À titre d'exemple, 5% seulement des internautes se trouvent dans les pays en voie de développement. Sur l'île d'Okinawa au Japon, reportage de nos envoyés spéciaux Pascal Golomer et Jean-Paul Chaussé. Rien de tel qu'une petite démonstration de karaté pour se détendre après une bonne journée de travail. Maîtrise de soi, détermination, les 8 chefs d'État pouvaient même en tirer quelques enseignements pour atteindre les objectifs parfois bien ambitieux qu'ils se sont fixés. Aujourd'hui, c'est surtout de nouvelles technologies qu'il a été question autour de cette table et du fossé entre pays riches et pays pauvres qu'il faut à tout prix combler en la matière. Avec quels moyens ? Le G8 ne propose pour l'instant qu'une charte et un groupe d'experts qui remettra son rapport et ses propositions en 2001 lors du prochain sommet. Travail de longue haleine donc, mais Jacques Chirac veut y voir une première étape vers cette mondialisation maîtrisée qu'il appelle de ses voeux. Avec ses nombreux chapitres, sauvegarde de l'environnement, sécurité alimentaire, lutte contre le blanchiment d'argent ou contre la criminalité internationale. Autant de thèmes que les chefs d'État auront abordés plus ou moins longuement au cours de la journée, mais sans décision concrète. Certains estimeront qu'à quelques mois du départ de Bill Clinton, à qui les 7 autres dirigeants ont rendu hommage ce soir, il n'y avait de toute façon guère à espérer. Les plus optimistes diront que le simple fait d'aborder ces questions dans l'enceinte du G8 marque un réel progrès. C'est le message que Jacques Chirac et les autres chefs d'État souhaitent transmettre à la société civile. Mais pour passer des déclarations d'intention aux actes, il y a un grand pas, beaucoup d'argent à dépenser et de longues négociations en perspective.
Et demain, pour son 3e numéro de l'été, Géopolis sera consacré au Japon. Géopolis à midi, présenté par Claude Sérillon. Pendant ces 2 jours et pour sa première apparition, Vladimir Poutine a fait forte impression. La plupart des participants au sommet ont fait l'éloge du nouveau maître du Kremlin, Vladimir Poutine, qui s'est entretenu en privé avec chacun des leaders du G8, à l'exception notable de Jacques Chirac. À ce dîner, le dîner qui a suivi, Bill Clinton a confirmé qu'il repartait un peu plus tôt pour retourner à Camp David, où l'attendent Ehud Barak et Yasser Arafat. Sur place, à Camp David, les discussions se poursuivent autour de Madeleine Albright. La question de Jérusalem apparaît toujours comme l'obstacle principal à surmonter. Mais pour la première fois, certains leaders israéliens ou palestiniens brisent le tabou de l'indivisibilité de la ville sainte. Explication de Gérard Grisbeck. La porte de Damas par laquelle on pénètre dans la vieille ville de Jérusalem. Sous l'œil de soldats israéliens faussement décontractés, car ici tout peut dégénérer très vite. De l'autre côté de la porte, le quartier musulman, toujours animé, toujours bondé, malgré une chaleur écrasante. Le commerce est roi, mais on suit attentivement la négociation de Camp David. Jérusalem a été donnée par Dieu aux musulmans. Il n'y a pas d'autre solution. Même si nos vies sont perdues, on ne doit faire aucune concession. Jérusalem est dans notre foi. Les Palestiniens ont déjà fait beaucoup de concessions. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ils n'ont plus que leurs vêtements à donner. Nous espérons qu'ils arriveront à une solution juste. Le quartier chrétien se trouve dans la continuité du souk, du quartier musulman. Cet après-midi, les touristes étaient nombreux. En revanche, le quartier juif est presque désert. Samedi, jour de Shabbat, les religieux veillent à ce que la loi juive soit strictement appliquée, ou presque. Quelques cafés sont restés ouverts. Jérusalem est le symbole de l'État d'Israël. Et bien que je sois de gauche, je ne crois pas qu'il faille partager la ville. C'est impossible. Ils ont déjà essayé et ça n'a pas marché. C'est une tragédie pour les 2 peuples. Une tragédie qu'endure depuis un demi-siècle, Israéliens et Palestiniens, pour le contrôle d'une ville 3 fois sainte, pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Une tragédie dont il faudra bien sortir un jour, même si officiellement chacun revendique Jérusalem comme capitale. Et puis ces derniers jours, le tabou est tombé. D'abord, du côté israélien, le ministre de la Justice a déclaré que l'unité de Jérusalem était un mythe et une illusion. Et comme en écho, une responsable palestinienne a admis la souveraineté israélienne sur la partie ouest de la ville. Alors, si dans la rue les réactions sont encore vives, si officiellement le discours est toujours intransigeant, un tabou est tombé. Des échanges de territoires pourraient être envisagés. Ce n'est pas encore la paix, mais on se prend à rêver. Alors Charles Anderlin, vous êtes à Camp David, vous suivez ces négociations depuis le début. Faut-il penser que l'on s'achemine vers un accord global ou au contraire, le règlement de la question de Jérusalem sera-t-il renvoyé à plus tard? Il y aura soit un accord global, soit pas d'accord du tout. Selon l'entourage de Yasser Arafat, il n'y aura pas d'accord s'il n'inclut pas Jérusalem. Alors, même si Ehud Barak a brisé le tabou de l'indivisibilité de Jérusalem, en allant plus loin que tous les dirigeants israéliens avant lui, ces concessions sont insuffisantes. Yasser Arafat est le fondé de pouvoir du monde arabe et musulman. Il a une marge de manœuvre extrêmement réduite sur Jérusalem, et de même que le prix de la paix avec l'Égypte, à l'époque d'Anwar el-Sadat, c'était la restitution du Sinaï par Israël. Le prix de la paix avec le monde arabe, avec les Palestiniens, sera une souveraineté palestinienne sur la Jérusalem arabe. Merci Charles. Pas de nouvelles libérations aujourd'hui sur l'île de Jolo, mais l'espoir demeure. Et pour la première fois depuis le début de leur captivité, une photo nous est parvenue de nos camarades, Maryse Burgot, Roland Madura et Jean-Jacques Le Garec, qui font partie des 13 occidentaux toujours retenus en otage. Commentaire de Claude Sampère. Voici la première photo de nos collègues de France 2 enlevés sur l'île de Jolo le 9 juillet dernier. Roland Madura, Maryse Burgot et Jean-Jacques Le Garec. Cette photo a été prise mercredi dernier quelque part dans l'île et elle a été publiée ce matin par le Philippine Star, un journal philippin, en page intérieure. L'article ne donne aucun détail sur leurs conditions de détention et aucune précision sur l'origine de la photo. Seul autre élément nouveau aujourd'hui, ces images de la dernière libération d'otages, celle de 2 enseignantes philippines
2 femmes qui avaient été enlevées le 20 mars dernier sur l'île de Basilan, où elles travaillaient dans un lycée comme enseignantes. Ce matin, Erlinda et Academia ont raconté en quelques mots leur calvaire et leur joie d'être enfin libres. Comment allez-vous ce matin? Je suis très heureuse. Le négociateur en chef s'est déclaré optimiste et espère d'autres libérations. Nous faisons de notre mieux pour obtenir la libération de tous les otages, et si possible, tous ensemble. Mais nous sommes obligés de suivre l'ordre et la fréquence des libérations décidées par le groupe Abu Sayyaf. Nous négocions avec eux, mais nous ne décidons pas des libérations. Je peux vous l'assurer, les efforts que nous déployons pour les otages occidentaux sont exactement les mêmes que ceux déployés pour les autres otages. À ce jour, il reste au total 31 otages toujours détenus dans l'île de Jolo. Le Tour de France est la 20e étape entre Belfort et Troyes, la plus longue de l'épreuve avec 254 km 500. Et c'est Eric Zabel, l'Allemand, qui a enfin remporté le sprint. Lance Armstrong, bien sûr, conserve le maillot jaune avant la dernière étape demain qui, pour la première fois, se courra dans Paris Intramuros. Voilà Eric Zabel, très heureux d'avoir enfin remporté un sprint, lui qui est pourtant le spécialiste. À la veille de la consécration donc de l'Américain, il est temps de faire le bilan de ce tour. Certains le voient comme un tour du renouveau, en tout cas une épreuve qui s'est révélée palpitante de bout en bout. Alexandre Cara. Des dizaines de coureurs entre ciel et bitume, des milliers de kilomètres à n'en plus finir. Et ces millions de spectateurs peuplent des routes, supporters des héros. Une foule incroyable sur les bas-côtés de France, de Suisse ou d'Allemagne. Tour 2000, un tour propre paraît-il. Des tests sanguins renforcés, des tests anti-EPO a posteriori. Le premier tour de roue n'est pas donné et déjà ils sont 3 exclus. 3 coureurs soupçonnés de dopage. Une image oubliée, déjà balayée. On peut être étonné tout de même que depuis 2 ans et malgré toutes les dispositions, les mises en garde qui ont été faites par les pouvoirs sportifs et par nous, il y a encore ce genre d'écart. Tour 2000, tour de force. Celui d'Armstrong, coureur hors du coma, survivant du cancer. Et ce regard si dur, le regard d'un vainqueur. Armstrong, c'est la loi du plus fort, mais pas toujours celle du meilleur. Sur le Mont Ventoux, il laisse gagner Pantani. Pour l'Italien, la victoire tourne à l'humiliation. C'est pas important de remporter cette étape pour moi. C'est dans l'esprit des gens le meilleur grimpeur du monde. Il a fait des attaques. Il a attaqué tout le monde. J'aurais pu partir. J'étais capable de partir. Il méritait la victoire. Sur les hauteurs de Courchevel, Pantani lave l'affront, retrouve sa fierté perdue. Mais 2 jours plus tard, il abandonne. Par orgueil, il a tout donné, peut-être trop, mais il veut sauver la face. J'abandonne, mais je sais que cette expérience sera positive pour le futur. Armstrong, toujours impitoyable, qui réduit Ulrich au silence. Le prodige allemand fait bien pâle figure aux côtés de l'Américain. Armstrong s'offre enfin une victoire d'étape. Le contre-la-montre de Fribourg à Mulhouse, certains parleront d'une étape contre le monstre. Et déjà, le drapeau américain flotte sur les Champs-Élysées. Tour 2000, tour de tristesse. Il y a ce silence. 7 minutes trop longues, en mémoire d'un enfant. Un gamin de 12 ans, fauché par une voiture, c'était un 14 juillet sur les routes du Var. Enfin, la sécurité est renforcée. Des voitures sont exclues de la caravane, mais tout n'est pas réglé. Tour de France, tour des Français aussi. Après 5 ans de séparation pour Jalabert, le temps de la réconciliation. Un maillot jaune conquis avec le panache d'un chef de bande dans l'inhabituel contre-la-montre par équipe. Et Virenque, le maudit, celui qu'on avait banni du Tour, une magnifique victoire à Morzine et toujours cette extraordinaire popularité. L'espoir enfin avec Christophe Moreau, qui jusqu'au bout flirte avec la 3e marche du podium. Tour 2000, tour du renouveau dit-on, celui dont rêve sans doute la fille de Simpson en regardant passer les champions. La fille d'un homme un peu oublié, un coureur qui il y a 33 ans a perdu la vie en voulant gagner le Tour, à tout prix. La Coupe Davis contre l'Autriche, la France assure son maintien parmi l'élite du tennis mondial. Après les victoires de Sébastien Grosjean et Nicolas Escudé hier, le 3e point est venu grâce au double composé de Nicolas Escudé et d'Olivier Delettre.
La journée avait mal commencé dans le Var, à la Seine-sur-Mer, où 8 plages avaient été fermées pour cause de pollution mystérieuse. Elle s'est bien terminée puisque la pollution s'est avérée inoffensive et que les plages ont été rouvertes. Olivier Théron et Virgile Liato. La mer barricadée au beau milieu de l'été. Des pompiers surveillent la côte et interdisent la baignade. Sur fond bleu, le drapeau rouge. La mer est interdite depuis l'arrivée hier dans la baie d'une nappe mystérieuse. On a remarqué des traînées suspectes. Nous, dans notre secteur, on a vu et on a détecté des traces huileuses avec des bulles. Alors on ne sait pas trop ce que c'est. On n'a plus que supposer un dégazage éventuellement. Conséquence immédiate, la plage est presque vide. Un vrai manque à gagner pour les commerçants et les vacanciers sur le sable ont le moral au plus bas. J'ai pas pu me baigner toute la semaine parce qu'il faisait froid. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas se baigner et c'est le dernier jour et parce que c'est pollué. Cet après-midi, les services de la DAS et de l'hygiène ont refait des analyses et le drapeau vert peut enfin remplacer le rouge. Batman, le vendeur de beignets, relance la grande fête estivale. En moins d'une heure, tout est oublié, il faut en profiter. Je suis en vacances là pour 6 jours, donc on y va. On a été se renseigner au poste de secours et puis ils ont dit que c'était bon, c'était juste une substitution. De la nappe mystérieuse qui a subitement disparu, il y a peu d'informations. Il s'agirait d'une prolifération de plancton et Ifremer analyse les échantillons prélevés hier. Le plancton disparu, c'est une autre espèce qui a pu proliférer, celle des estivants, en mal de fraîcheur. Et ceci n'a rien à voir avec les baigneurs qui ont précédé. Les manchots de Robben Island, au large du Cap, en Afrique du Sud, dont les îlots avaient été touchés par une marée noire, ont pu réintégrer leur site naturel. Ils avaient été évacués il y a 15 jours. Ils sont maintenant de retour, sains et saufs, après un périple en mer de 850 km. Anne Guéry. Un brin malhabile et bien hésitante. C'est la marche vers la liberté, et la liberté est brutale. 900 manchots viennent de retrouver leur milieu d'origine, les eaux de Robben Island au large du Cap. 200 adultes et leurs petits, une colonie particulièrement touchée par une marée noire le mois dernier. Grâce à quelques milliers de dollars et de bonne volonté, tous ces manchots furent évacués pour être nettoyés, démazoutés. Ce groupe-là est le premier à retrouver son milieu naturel. Et le retour fut un long voyage. Par ferry, empaquetés dans des boîtes en carton, les manchots doivent aujourd'hui tout réapprendre. Ils vont devoir chercher de la nourriture, ce qui devrait être leur priorité dans les jours qui viennent. Heureusement, nous les avons maintenus à un bon poids et ils sont suffisamment gros pour se débrouiller tout seuls. L'Afrique du Sud célèbre ses héros du jour et dans l'euphorie générale, des ministres ont comparé le courage des pingouins à celui dont fit preuve Nelson Mandela. L'histoire ne dit pas si l'ex-président sud-africain a apprécié ce vibrant hommage. Des images reposantes du pape Jean-Paul II en vacances. Il se trouve comme chaque année à Castel Gandolfo, sa résidence d'été. Image bucolique d'un pape qui goûte un repos bien mérité après cette année du jubilé particulièrement chargé. Jean-Paul II qui est rentré ce soir à Rome après ses 12 jours de vacances. Partons maintenant pour Céret, cette bourgade catalane qui accueille l'exposition de Chaim Soutine. Au total, 64 tableaux du peintre expressionniste originaire de Lituanie que nous présentent Georges Bégou et Delphine Bédétry. Céret est une ville de peintres. Au début du siècle, Picasso, Braque, Juan Gris y ont séjourné. Chaim Soutine vient arpenter les rues étroites de la bourgade catalane en 1919. Il a 26 ans, il est pauvre, déménage souvent à la Cloche de Bois, mais demeure à Céret qu'il va peindre pendant 3 ans sous tous les angles. Ces paysages penchés doivent sans doute beaucoup à la tramontane. Tout est penché. Et moi je pense que Soutine a été impressionné par ces grandes tempêtes de vent que nous avons en Méditerranée. Il est probable que Soutine, en venant du nord et en voyant ces arbres totalement déformés par le vent, a été très attiré par ces formes-là, formes qui sont constamment reproduites dans toute la série de Céret. En 1919, lorsqu'il peint la place de la Liberté, son expressionnisme commence à se déclarer. Un an plus tard, la même place se tordra sous le vent. Soutine peint les paysages par série. Il va donner du couvent des Capucins situé aux abords de la ville plusieurs versions. Malgré les distorsions qu'il impose aux monuments, il reste précis et l'on peut reconnaître les lieux tels qu'ils existent encore. Autre sujet de prédilection pour Soutine, l'église Saint-Pierre qui domine Céret.
Cette église de Saint-Pierre, Soutine l'a peinte au moins une dizaine de fois. Nous nous retrouvons avec 5 tableaux ici, dans cette exposition qui la représente, avec la tour clocher et le dôme hexagonal, très représentative et très caractéristique de l'architecture méditerranéenne. En visitant l'exposition Soutine, c'est un véritable tour de ville qu'on accomplit et l'on comprend pourquoi Céret attire les peintres. Du jazz maintenant avec le festival de Juan-les-Pins et l'apparition d'une diva après Ray Charles et B.B. King. C'est Natalie Cole, la chanteuse américaine venue sur la Côte d'Azur pour un concert unique. Olivier Lenouza et Gilbert Usan sont encore sous le charme. Une côte couleur azur, un rendez-vous estival, le festival des musiciens magiciens du jazz. Juan-les-Pins fête ses 40 ans et rend hommage aux héros du passé, au maître Sidney Bechet. Les plus grands ont laissé leur empreinte à l'image de B.B. King, un Don Juan, fan d'une femme, Natalie Cole. Find romance on your menu. What a difference a day makes. And the difference is you. Natalie Cole, surnommée par la critique la diva du jazz. I'm just confused. Je suis gênée. Je ne suis fidèle à aucune musique en particulier. Je suis fidèle à un art, la musique, à l'art de faire de la musique. Natalie Cole, 25 ans de carrière, des millions d'albums vendus. Nathalie, fille de Nat King Cole, le maître. Le mot est juste, il est inoubliable, tout en lui. Tout ce qu'il nous a laissé, tout ce qu'il m'a laissé. Je suis très reconnaissante. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable. Natalie Cole qui chante avec son père un duo virtuel, une chanson enregistrée 26 ans après la mort de Nat King Cole, un moment unforgettable, inoubliable, à Juan-les-Pins. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous en rappelle les principaux titres. Les scouts de France renforcent les contrôles de sécurité sur leur camp d'été. En l'espace de 24 heures, 3 affaires ont secoué le monde du scoutisme. La dernière en date des scouts handicapés abrités dans des conditions déplorables dans un camp près de Digne. Et puis, c'est peut-être la chute d'un tabou. Pour la première fois, certains responsables israéliens et palestiniens évoquent des solutions qui briseraient le dogme de l'indivisibilité de la ville sainte. Dans un instant, la météo, ce sera Patrice Drevet, 20h50 Fort Boyard, vers 22h50 le football, à 0h25 le dernier journal, ce sera Jeff Wittenberg. Je vous retrouverai bien sûr demain dès 13h et je vous souhaite une très très bonne soirée sur France 2.